Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les dernières études et classements montrent une régression du niveau des Français chez les élèves de l'Hexagone. Si la défense de la langue française a été parfois récupérée politiquement, eh bien c'est avant tout un droit et un devoir pour les élèves français. Ce sera l'objet de la question du jour dans quelques minutes. Sensibiliser les jeunes à la protection des océans, c'est ce que propose l'Institut océanographique de Monaco avec son concours Océano pour tous. Ce sera en deuxième partie d'émission. Dans sa chronique, Louisa Garotiard nous emmène à Washington où Donald Trump est donc officiellement le nouveau président des États-Unis. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec l'investiture de Donald Trump qui a eu lieu hier à Washington, faisant de l'homme d'affaires le 47e président des États-Unis. Sous la coupole du Capitole, Donald Trump a prêté serment 4 ans après son dernier mandat. Il est officiellement devenu le 47e président des États-Unis. Durant son discours inaugural, il a promis de signer 80 décrets. Parmi ceux-ci, quelques exemples: quitter l'Organisation mondiale de la santé, mettre fin, je cite, au délire transgenre, sortir de l'accord de Paris sur le climat, supprimer les aides fédérales qui encouragent la diversité dans les administrations, lever les sanctions pour ses partisans qui avaient investi le Capitole en janvier 2021. La liste est longue. Alors qu'a-t-il promis lors de son discours d'investiture inaugural concernant sa politique d'immigration? On l'écoute. Tout d'abord, je vais déclarer une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales seront immédiatement arrêtées et nous lancerons un processus pour renvoyer des millions et des millions d'immigrants clandestins, criminels, là d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique de rester au Mexique et nous repousserons l'invasion désastreuse de notre pays à sa frontière sud. Et l'image qui aura marqué cette investiture, c'est celle d'Elon Musk, le nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale, qui, durant son discours, aurait mimé un salut nazi. Alors si pour plusieurs historiennes spécialistes sur le fascisme, ce geste est bien un statut nazi, Elon Musk, lui, dément ces accusations et parle d'un coup tordu. Sur son compte X précise, je cite, que l'attaque « Tout le monde est Hitler » est dépassée. Et les réactions, évidemment, ne sont pas faites attendre, notamment du côté démocrate. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps à regretter l'élu démocrate, l'ex-élu démocrate Jimmy Gomez. Une autre réaction aussi, je vous la cite, on dirait qu'il l'avait gardé en lui pendant un certain temps et qu'il a enfin pu se lâcher. Ça, c'est Cory Bush, quand même, toujours sur X, et qui ajoute comme s'il s'était entraîné devant le miroir pour trouver l'angle exact. On se rend désormais en Guadeloupe où les syndicats se soulèvent suite à l'annonce du rectorat qui prévoit de supprimer 89 postes à la rentrée 2025. Et pour cause, la baisse des effectifs de l'Académie de Guadeloupe, 1687 élèves en moins, une baisse qui continue depuis 10 ans maintenant. Conséquence, 89 postes d'enseignants seront supprimés dans le premier et le second degré. Pour Eddy Ségur, secrétaire général de la FSU, la Fédération syndicale unitaire de Guadeloupe, je cite, « C'est inadmissible de voir comment on traite notre académie, sachant par ailleurs que la quasi-totalité de nos établissements aurait dû être en éducation prioritaire. On aurait dû démultiplier les classes à simple effectif, abaisser le nombre d'élèves par classe. On ne pourra malheureusement pas le faire. » Et si le gouvernement est revenu sur sa décision de supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale, le rectorat promet un bon taux d'encadrement des élèves, mais cela n'est pas suffisant pour la Fédération de parents d'élèves de Guadeloupe qui s'interroge sur la performance des élèves. Pour Jean Dernaud, secrétaire général du syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, je cite, « On a eu cette année des problèmes de remplacement en anglais et en espagnol, un problème de remplacement aussi au Saintes. Nous, au SPEG, on réclame depuis 2020 un moratoire sur ces suppressions. On ne nie pas la baisse démographique, mais on dit qu'il faut cesser pendant quelques années de supprimer des postes. Affaire à suivre donc. » Un nouvel épisode de caricature en milieu scolaire. Un professeur d'histoire-géographie a porté plainte contre l'une de ses élèves qui l'a menacée de mort après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. La jeune fille de 13 ans est poursuivie pour menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public et une mention a été ajoutée à son casier judiciaire. Pour comprendre cela, il faut remonter au 8 janvier dernier, au lendemain de l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Le professeur avait partagé des caricatures des 3 religions monothéistes
journaliste du journal satirique dans son cours d'éducation civique. Quelques jours plus tard, un élève aurait prévenu le professeur, je cite, qu'un élève d'un lycée voudrait venir le tuer. Eh bien, la collégienne a tout de suite été convoquée par le procureur Paul-Édouard Laloy. Et si pour la jeune fille, il s'agit seulement d'une mauvaise blague, le procureur affirme, je cite, que cette affaire doit faire réfléchir l'ensemble des collégiens, aussi jeunes soient-ils. On l'écoute au micro de Ici, Belfort-Montbéliard. C'est même pas taper fort, c'est simplement rappeler simplement le sens de la loi pénale qui s'applique à tous. À partir de 13 ans, on est pénalement responsable et il faut qu'à la fois les élèves et leurs parents l'entendent. Il y a des propos qui ne peuvent pas se tenir à l'endroit d'enseignants, il y a des propos qui n'ont pas leur place, de la même manière que certains comportements qui n'ont pas leur place dans les établissements scolaires. Et effectivement, il faut que chacun sache qu'on s'expose à des poursuites pénales en plus de procédures disciplinaires pour réprimer de tels propos qui sont totalement inacceptables. Encore une fois, la gravité qu'il y a autour de tels faits, une mauvaise blague peut se terminer de manière tragique et pour cela, il faut effectivement appliquer la loi de manière particulièrement stricte. Et hier, un conseil de discipline était programmé afin de statuer sur la suite du parcours scolaire de la collégienne. On se rend à présent dans les Hauts-de-France où hier 2 petits garçons ont été enlevés par leur père et retrouvés peu de temps après. Sur décision du parquet d'Avesnes-sur-Helpe, il est mis fin à l'alerte enlèvement. Les enfants ont été retrouvés. Merci pour votre aide. Les photos ne doivent plus être diffusées. Voici ce qu'a annoncé hier le ministère de la Justice sur son compte X suite à l'alerte enlèvement. Pour rappel, hier dans les rues de Fourmies, Mohamed 5 ans et Nassim 3 ans ont été enlevés par leur père qui avait menacé la mère des enfants à l'aide d'une arme blanche. Le suspect qui venait de sortir de prison avait pour interdiction d'approcher son ex-femme. C'est grâce à son téléphone grave danger qui protège les personnes menacées par leur ancien conjoint que la mère des enfants a pu prévenir la police. Le père de famille a été interpellé après 21h près de chez lui à Beuvrages dans la banlieue de Valenciennes et est actuellement placé en garde à vue. On termine ce journal avec la 3e édition du Festival parisien de l'éducation qui aura lieu demain à l'Académie du Climat. Et cette année, le festival a pour thème « Graines d'artistes, créer et apprendre ensemble ». Depuis 3 ans, la ville de Paris, l'Académie de Paris et la Caisse d'allocation familiale ont mis en place ce festival parisien de l'éducation afin de favoriser la créativité au travers de différentes activités. Alors plusieurs sujets seront abordés, l'éducation artistique et culturelle, les clés pour apprendre à se comprendre et vivre avec les autres ou encore le lien avec les familles et le soutien aux parents. Voici ce que l'on peut lire sur le site de la ville de Paris. Alors cet événement est accessible à tous, enfants, adolescents, parents et promet de belles activités au programme des ateliers participatifs avec des jeux, du théâtre, des quiz, des lieux d'information ou encore des spectacles entre chorale et danse. Alors le festival aura lieu demain de 14h à 18h à l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement de Paris. Toutes les informations et le programme détaillé sont à retrouver sur le site www.paris.fr. Merci beaucoup Louisa. De plus en plus de lacunes en orthographe, un type de langue qui s'éloigne des standards. Mais que font les jeunes avec la langue française? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui au regard des dernières études, mais aussi une façon d'appréhender l'époque, ses évolutions, mais surtout l'école. Et pour en parler avec nous par Skype pour le Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Prune Efternoa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire et élu écologiste à Marseille. Vous avez également écrit ce livre, un projet de société émancipateur, En finir avec l'école, aux éditions de l'Instant présent. Excellent livre, assez disruptif, si je peux dire ça comme ça, très intéressant et à lire de toute urgence, à parcourir et bien sûr qui parle de notre sujet aujourd'hui, du niveau de nos élèves en français. Également Claire Doquet qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le Grand JT. Vous êtes linguiste, spécialiste de l'écriture scolaire à l'Université de Bordeaux. Alors, c'est pas parce que c'est un marronnier qu'il faut s'habituer à ce triste constat. Nos élèves ont un niveau faible en français et en maths. On va aujourd'hui s'intéresser tout particulièrement au français.
Je cite, « Je ferais mieux d'aller réviser mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière », chantait ironiquement Aya Nakamura sur le pont des Arts en ouverture, cette fameuse cérémonie des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, enfin Jeux Olympiques en l'occurrence. Une séquence qui a été particulièrement célèbre sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes qui ont pu se sentir ciblés. Et c'est là où je veux en venir, vous me voyez venir, par les attaques dont a été victime leur chanteuse préférée au moment de l'annonce de sa participation pour chanter un des titres donc, de Charles Aznavour. Est-ce que c'est une image qui doit, et je vous pose la question à toutes les deux, nous interroger sur le rapport des jeunes à la langue française aujourd'hui? Et peut-être que Claire Doquet, vous pouvez commencer. Alors, le rapport des jeunes à la langue française aujourd'hui, je crois qu'il est assez complexe dans la mesure où il y a déjà la langue orale et la langue écrite qui sont deux versants, disons, de la langue assez différents. En ce qui concerne l'école et notamment l'écriture, puisque comme vous l'avez dit, c'est ma spécialité, c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui, on aurait du mal à dire que les élèves écrivent de mieux en mieux. Cela dit, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments aussi qui rendent difficile de considérer qu'il y a vraiment une baisse de l'écriture, parce que ça, en fait, tout dépend de ce qu'on regarde. Je vais peut-être y revenir, hein, mais si vous voulez, il y a une baisse avérée, c'est clair, sur l'orthographe. Depuis 87, on a des dictées, on a toute une batterie d'évaluations qui montrent qu'en effet, les performances en orthographe n'augmentent pas, même si elles ne chutent pas non plus de manière renversante. Pour ce qui est de l'écriture, au niveau de l'écriture de texte, et l'écriture notamment avec les nouveaux écrits aujourd'hui, SMS, bon, tout ce que Instagram, etc., toutes les publications, je pense que c'est un peu plus nuancé comme constat. Effectivement, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je m'adresse à vous, Prune Efternoa. La langue des jeunes, finalement, comme diraient les vieux, comme diraient les boomers, ça a toujours existé. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Du langage des jeunes et des enfants. Ce qui me frappe, c'est le niveau qu'atteignent ou que n'atteignent pas les élèves avec l'école, grâce à l'école ou malgré l'école, ou sans l'école. Je m'explique, j'ai regardé un petit peu les résultats des élèves à l'entrée en 6e. L'Éducation nationale réalise maintenant des évaluations à quasiment tous les niveaux. Et pour l'entrée en 6e, donc il y a un test de compréhension de l'écrit qui est effectué auprès de l'ensemble des élèves de 6e, 800 000 élèves à peu près. On s'aperçoit que moins de la moitié des élèves ont un niveau satisfaisant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à répondre correctement à plus de 50% des questions. Alors ça m'interroge très fortement, et ce qui me semble encore plus inquiétant, c'est qu'en fait les résultats des élèves déclinent relativement par rapport, au fur et à mesure de leur scolarité. Je m'explique, on a donc ce type de test de compréhension de l'écrit maintenant à tous les niveaux. Et si on regarde ce qui se passe en CP, en CM1 et ensuite en 6e, on s'aperçoit que la proportion d'élèves qui ont un niveau satisfaisant en compréhension écrite décline. 80% des enfants en CP ont un niveau satisfaisant. Cette proportion tombe à 67% en CM1 et ils sont plus que 45% en 6e à avoir un niveau satisfaisant de compréhension de l'écrit. Donc on se demande à quoi servent toutes ces heures passées sur les bancs de l'école. C'est justement l'objet de votre livre. Hein. À quoi servent toutes ces heures passées sur le banc de l'école? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer l'école, ou en tout cas réinventer la façon d'apprendre? C'est pas un autre sujet, c'est le sujet. Mais là, précisément, encore une fois, on est sur la langue française et l'apprentissage de la langue française. Vous parliez, Claire Doquet, forcément, de cette nouvelle façon de communiquer, notamment par le téléphone, les réseaux sociaux. Cette façon d'écrire de manière phonétique, est-ce que ça joue, à votre avis, déjà sur l'orthographe? Si ça joue, c'est certainement pas dans le sens qu'on peut présupposer, c'est-à-dire dans le sens d'une dégradation. Je ne pense pas que ce soit là. Il y a eu des études assez nombreuses sur la question par rapport à la pratique des adolescents notamment. Alors, ce qui est sûr, c'est que évidemment, les élèves vont être en contact avec des formes qui ne sont pas les formes normées du français standard, ça évidemment. Mais du point de vue de l'écrit, de la pratique de l'écrit,
Il semble au contraire que plus on écrit, mieux on écrit, enfin si on veut. Et du coup, il semble que ces pratiques-là, qui sont des pratiques bien sûr non scolaires, construisent en tout cas un rapport à l'écrit plus intéressant, plus opératoire. Mais attendez, je crois que j'ai pas compris. Pardon, mais par rapport, je vous le disais, l'aspect phonétique des messages échangés, par exemple, t'inquiète qui s'écrit TKT très souvent, pour donner un exemple assez basique. Est-ce que cela, par exemple, ça va influer sur à la fois la manière de décrire le mot, l'orthographe en question, et surtout sur, par exemple, les synonymes, sur la pluralité du vocabulaire? Sur la pluralité du vocabulaire, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'effet. En tout cas, les études qui ont été conduites montrent qu'il n'y a pas d'effet négatif de ces pratiques sur les pratiques scolaires. TKT, si vous voulez, c'est une abréviation. Les élèves savent que c'est une abréviation, ils savent que c'est réservé à un usage sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, etc. Je pense que là, il n'y a aucune confusion de la part des élèves sur ces éléments-là. Et alors, c'est pas pour ça qu'ils savent écrire le mot inquiéter, mais le fait qu'ils ne sachent pas écrire inquiéter, pour ceux qui ne sauraient pas écrire inquiéter, le fait qu'ils ne savent pas l'écrire n'est pas lié à l'usage TKT qui est extrêmement répandu. Partagez ce constat aussi, Prune Efter-Noah, pardon. Encore une fois, moi je vais revenir sur les questions qui me préoccupent et je pense qu'à l'école on a un problème avec la pédagogie qui est employée auprès des enfants pour leur enseigner notamment les bases de l'orthographe. Je ne suis pas spécialement inquiète par l'utilisation d'abréviations pour envoyer des textos. Par contre, il me semble que utiliser des méthodes très classiques qui remontent au siècle dernier ou à celui d'avant pour enseigner les bases de l'orthographe et de la grammaire, et surtout le plaisir de lire et d'écrire, c'est un petit peu anachronique. Je plaide avec d'autres pour l'utilisation de pédagogie active dans l'ensemble des écoles françaises, publiques comme privées. Et je crois que notamment l'utilisation d'outils comme le texte libre qui permettent aux enfants d'avoir des productions d'écrits qui sont en relation avec leur vie quotidienne permet de donner plus de sens aux apprentissages. Et les enfants, comme les adultes d'ailleurs, ont besoin de sens pour apprendre avec efficacité et plaisir. Alors, puisque vous avez décidé de partir sur le volet de l'école, j'étais un peu plus partie déjà sur la vie de manière générale, mais allons-y sur l'idée de l'école. Vous dites dans une tribune pour Le Monde, le journal Le Monde, Prune Efter-Noah, que ce n'est pas une question de volume horaire, puisque justement les élèves français ont un planning particulièrement chargé en langue française. C'est plutôt une question de qualité qui ne conviendrait pas. Ça veut donc dire que vous remettez en cause aussi, au-delà des pédagogies, peut-être l'enseignement fait par les professeurs ? Je remets en cause l'enseignement fait par les professeurs en raison de la pédagogie qui est utilisée, en raison du volume horaire qui est consacré aux apprentissages formels en France, en raison de la surcharge des classes. La France est le pays qui a les classes les plus chargées en Europe. Elle est l'un des pays avec le volume horaire le plus important dans tous les pays de l'OCDE. Et on parle encore de réduire les vacances scolaires, donc d'augmenter ce volume horaire. On a l'impression qu'on essaye de réformer, ou qu'on songe à réformer l'école en utilisant un peu plus des recettes qui déjà, on prouvait qu'elles ne fonctionnaient pas. Effectivement, je plaide pour une révision assez radicale des modalités d'apprentissage à l'école et d'organisation des temps scolaires, parce que les enfants ont besoin de liberté, ont besoin de respirer, de bouger, ont besoin de décider partiellement de ce qu'ils font de leur temps libre, ont besoin d'avoir voix au chapitre sur les matières qu'ils souhaitent apprendre, de quelle manière ils souhaitent apprendre, s'ils préfèrent commencer par les maths ou le français, faire de la musique ou du sport. On sait qu'aujourd'hui, l'école française est l'une des plus discriminatoires et discriminantes, en tout cas celle qui reproduit le plus les inégalités sociales. Et pour s'attaquer à ce fléau, il importe de véritablement modifier la façon dont on conçoit l'école en France.
C'est un constat que vous partagez aussi, Claire Doquet? Oui, je partage en grande partie ce qui a été dit. C'est sûr que l'école française ne va pas bien, tout le monde le sait. Alors, c'est peut-être sur les causes que je vais apporter des éléments complémentaires. Moi, il me semble que la formation des enseignants, enfin, c'est pas qu'il me semble, c'est que la formation des enseignants, son volume horaire a chuté drastiquement depuis une trentaine d'années. On accueille aujourd'hui à l'université des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont toutes une licence, mais qui viennent de tous horizons, et auxquelles, pour l'école primaire, en tout cas, on va devoir apprendre à enseigner l'ensemble des matières de la petite section des maternelles jusqu'au CM2, c'est-à-dire des élèves de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Bon, les conditions de formation sont clairement aujourd'hui trop faibles. Le volume horaire est trop faible. On ne peut pas... la lecture, l'écriture, l'étude de la langue, la grammaire, enfin tout ça, juste pour rester sur le domaine du français, c'est vraiment une gageure d'enseigner tout ça avec le peu de temps qui est imparti. Quelle que soit la qualité de la formation. Oui, mais vous dites sur la formation, c'est très important quand même. Sur la formation à la fois initiale et la formation continue, il y a un vrai manque. Ah, il y a un vrai manque, absolument. Oui, il y a un vrai manque. Et la formation continue, alors il y a eu des changements assez importants l'année dernière. Maintenant, l'université est un peu plus détachée de la formation continue. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose, mais bon, je ne me prononcerai pas parce que ça dépend vraiment des académies, mais il semble qu'il y ait un fossé de plus en plus important entre on va dire, pour aller vite, les praticiens, les enseignants, les conseillers pédagogiques, le monde de l'éducation nationale, et puis les chercheurs, l'université. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon moyen de faire changer les choses, justement, comme le souhaite notre interlocutrice. Alors effectivement, vous disiez, Prunay Fernoir, qu'il y a une vraie problématique avec ce que l'on propose finalement à nos élèves. Vous m'interrompez si je me trompe, mais du coup, forcément, ces élèves, est-ce qu'ils n'ont pas réellement conscience de ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils ne sont pas en décalage finalement et ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'ils apprennent? Pour le coup, je vais revenir à votre premier sujet sur la compréhension de l'écrit. Et puis la rédaction et les capacités oratoires. Je pense qu'on aurait intérêt à présenter explicitement aux élèves la nécessité absolue pour eux d'écrire correctement et de s'exprimer correctement. La langue française est un signal particulièrement discriminatoire sur le marché du travail. Et bien souvent, les élèves n'ont pas conscience de l'importance que revêt le fait de s'exprimer correctement sur le marché de l'emploi. Évidemment, il n'est pas question de tenir ce genre de discours auprès d'élèves de l'école primaire, mais je pense qu'au collège, au lycée, les élèves sont capables de saisir l'intérêt pour eux de se concentrer sur cette... Pardon de vous couper, mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard du coup? Ah non, c'est pas trop tard, c'est absolument pas trop tard. Pas appris convenablement l'intérêt, s'ils ne connaissent pas l'intérêt d'apprendre convenablement cette langue dès la maternelle, est-ce qu'au collège, on ne se retrouve pas dans une situation où déjà le niveau est trop faible? Ce que je veux dire, c'est que les enfants ont la capacité de comprendre, si on leur explique, pourquoi ils apprennent ce qu'ils apprennent. Si on n'est pas capable de leur expliquer, c'est que peut-être ce qu'on essaie de leur enseigner n'a pas d'intérêt. Et souvent, on ne fait pas cet effort de donner du sens aux apprentissages. Et donner du sens aux apprentissages à l'école primaire, ça n'est pas la même chose qu'au collège ou au lycée. Au collège ou au lycée, ça peut être fait de façon plus explicite. À l'école primaire, ça peut être fait de façon plus implicite, ou par le jeu, ou en reliant ces différents apprentissages avec la vie quotidienne. Il y a différentes façons de le faire en fonction de l'âge de l'enfant. Mais on aurait vraiment intérêt à renforcer le sens des apprentissages pour les enfants à tous les âges. Notamment, d'ailleurs, aujourd'hui, l'argument exposé par les plus jeunes, c'est que les correcteurs automatiques, ChatGPT, l'IA de manière générale, l'intelligence artificielle, tout cela a une influence et peut-être qu'ils se disent que eh bien, c'est pas forcément utile de savoir correctement écrire ou s'exprimer.
Peut-être qu'ils se disent aussi, et pour certains d'entre eux en partie, que les jeux sont faits d'avance, que depuis le CP, le CE1, le CE2, ils ont systématiquement 15 fautes dans leur dictée et que de toute façon, ils n'y arriveront jamais, qu'ils ont toujours des mauvaises notes, qu'ils sont destinés à tout le temps avoir des mauvaises notes et que donc il ferait mieux de passer leur énergie à autre chose, ce qui est un choix rationnel quand on a le sentiment que le jeu est plié. Il y a cette notion d'effort. On retombe sur une autre problématique qui est celle de l'évaluation des notes et la façon dont l'école française sape la confiance en eux des enfants dès très très tôt. Bah alors parlons-en justement, parce que je voulais aborder ce sujet-là, justement, cette confiance en eux. Peut-être un petit mot, Claire Doquet, là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de rencontrer des élèves qui vont vous dire « bon, j'adore apprendre, j'adore l'école, il y a un examen qui arrive, je me sens à l'aise, je me sens bien ». Il y a toujours effectivement ce poids de la notation qui est très lourd, qui remet en cause beaucoup, cette façon très verticale d'enseigner. Quel est votre avis sur cette question ? Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a un problème, une spécificité, si vous voulez, de l'école. Alors, de l'école française, et je pense qu'il y a quand même d'autres pays. C'est un peu le cas en Italie, ça va être un peu le cas plutôt dans l'Europe du Sud, mais une notation, une évaluation assez permanente. Il y a en France une spécificité aussi, puisqu'on parlait de la langue. Hein, le rapport à la langue des Français est vraiment singulier. Et là, je ne parle pas seulement de l'école, c'est vraiment général. On est quand même le seul pays, à ma connaissance, au monde où il y a des championnats de dictée. Donc, si vous voulez, c'est quand même intéressant de voir que les Français ont un rapport extrêmement normatif, je pense, à la langue, un rapport peut-être un peu craintif aussi. Enfin, je pense que la langue fait peur. Si on remontait à l'instauration du français comme langue de la nation, hein, par François Ier avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, on se rend bien compte que finalement, la langue a servi en France l'unité de la nation, c'est un instrument politique, et c'est vrai que c'est une langue qui structurellement est complexe, à l'écrit en tout cas, l'orthographe est très, très difficile à apprendre, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment... si on regarde d'autres pays francophones comme le Québec ou la Suisse francophone, par exemple, les Suisses francophones, ils ont la même langue, mais ils n'ont pas ce rapport extrêmement frileux, peureux et impressionné par leur langue. Donc je crois que ça joue beaucoup à l'école, ça joue beaucoup dans les apprentissages, parce que évidemment les familles sont imprégnées de ce rapport-là. Attention, il ne faut pas faire d'erreur d'orthographe. Ça s'entend beaucoup chez les parents, peut-être plus que chez les enseignants, qui savent que quand on a 7 ans, 8 ans, c'est normal de faire des erreurs. C'est normal, parce que c'est compliqué. Donc c'est normal ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les corriger, hein, mais c'est normal d'en faire. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très impressionnant de la langue française qui est dépositaire de normes. Et ça, je pense que c'est vraiment important à dire. Et ça dépasse complètement le cadre scolaire. Confiance en soi, effectivement, c'est un lien avec la notion d'effort. Vous avez un chapitre dans votre livre, Prune Efternoa, qui s'appelle « L'école tue l'envie d'apprendre ». C'est aussi ça que certains ressentent aujourd'hui, en fait, cette notion d'effort qui n'est pas positive. Oui, l'un des reproches que je ferais à l'école française aujourd'hui, c'est le fait de faire croire aux enfants comme à leurs parents, que tout ce qui s'apprend ne s'apprend qu'à l'école, sur les bancs de l'école. Et qu'il n'y a qu'une façon d'apprendre les choses, c'est en cours, c'est en classe, en écoutant le professeur qui vous enseigne des choses que vous ne saviez pas avant. Si vous écoutez bien et si vous travaillez, si vous êtes sérieux, vous réussirez à apprendre. Si vous ne réussissez pas, c'est soit que vous n'avez pas travaillé, soit que vous êtes bête. Et finalement, l'apprentissage est vécu dans la douleur. Étant en plus sanctionné à l'issue par une note qui est censée évaluer un travail, mais qui en réalité, très rapidement, consiste à évaluer un élève et par propagation un enfant qui devient la façon dont l'enseignant le perçoit. Et finalement, le mythe méritocratique se retourne contre les enfants qui intègrent très vite et très profondément
le fait que, bon, mais voilà, ils sont pas faits pour l'école, ils sont pas très bons, et puis c'est pas grave, ils iront jouer au foot, quoi. Excusez-moi pour le raccourci, mais c'est une façon de décourager les enfants dès l'école primaire et dès les toutes petites classes de l'école primaire, qui explique en partie qu'on se retrouve avec une reproduction des discriminations sociales à l'école qui est flagrante. Si on prend la proportion d'élèves en SECPA, les classes SECPA au collège, on a 2% des élèves de SECPA qui sont des enfants de cadre supérieur et 38% des élèves de SECPA qui sont des enfants d'ouvriers. Donc on a une école, plutôt d'enseigner, qui trie, qui classe et qui oriente les élèves en fonction d'une adéquation à la culture scolaire qui est peu ou prou la culture bourgeoise de certaines familles, et donc dont ne disposent pas tous les enfants de la même manière en héritage. Et l'école semble impuissante. Pour conclure, pardon, parce que le temps presse un peu, juste, j'aimerais, ce système, malheureusement, est tel qu'il est aujourd'hui, enfin malheureusement ou heureusement, selon notre point de vue, comment éveiller cette curiosité, justement, de ces enfants dans ce contexte-là? Et je vous pose la question à toutes les deux pour conclure, et notamment, précisément, donc dans ce contexte, et précisément sur la langue française et ce qui constitue la langue française et l'apprentissage, à savoir, effectivement, l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire et tout ce qui va avec. Peut-être Claire Doquet. Il me semble que l'école doit s'atteler à changer un petit peu la vision de la langue française, justement, par les élèves, et leur dire et leur montrer, évidemment, par les gestes, par des activités, etc., leur montrer que cette langue, elle est à eux. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un des défauts de l'enseignement aujourd'hui, notamment sur l'écrit, mais même sur l'oral. Si vous voulez, l'oral à l'école, c'est pas le même que, enfin, l'oral à l'école dans la classe, c'est pas le même que l'oral dans la cour de récréation, par exemple, ou c'est pas le même que l'oral dans la rue. Le matériau est le même, mais l'agencement des mots, etc., diffère pas mal. Et c'est vrai que l'école a sans doute le défaut là d'attendre des choses très normées de la part d'élèves qui sont pas forcément tous capables de les formuler. Il y a des questions de malentendus aussi. Certains élèves ne comprennent pas ce qu'on veut d'eux à l'école, ne comprennent pas ce que l'école attend d'eux. Donc ça, c'est un vrai problème. Et là, je rejoins, avec d'autres explications, mais ce qui a été dit. Il me semble que ce malentendu et il faut permettre aux élèves de s'approprier ou de se réapproprier la langue, y compris à l'écrit, c'est-à-dire tâtonner, produire des choses qui ne sont pas forcément normées, mais l'enseignant accompagnant le chemin de l'amélioration, bien entendu. Merci Claire Doquet. En effet Excusez-moi de vous couper, mais je ferai juste un dernier petit mot parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Prune et Fernoa, juste pour conclure. D'accord. Oui, il me semble que pour apprendre à lire, il faut lire, pour apprendre à écrire, il faut écrire, et qu'il serait bon qu'on se rappelle tous que tous les enfants sont capables de la même manière, si tant est qu'on ait une haute ambition pour eux et avec eux. Merci à toutes les deux. Pardon de nous avoir coupé, mais voilà, je n'ai malheureusement, il faut que je puisse rendre l'antenne pour la pub. Mais merci beaucoup d'avoir participé au Grand JT. Prune Fernoa, haut fonctionnaire et élu écologiste à Marseille et auteur de ce livre En finir avec l'école, un projet de société émancipateur. Merci à vous et Claire Doquet, linguiste et spécialiste de l'écriture scolaire à l'Université de Bordeaux. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Tiziana Caporal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de service éducation et animation à l'Institut océanographique de Monaco. Merci d'être avec nous. On va parler océan aujourd'hui. L'année 2025 a été proclamée année de la mer en France, en l'occurrence. L'occasion pour nous de faire un focus sur cet institut océanographique absolument magnifique, remarquable. L'océan, c'est vrai que lorsqu'on dit ce mot, ça parle à tout le monde.
On a des images tout de suite qui viennent en tête, de très belles images. Peut-être certains en ont peur d'ailleurs. Et pourtant, de nombreuses familles n'y ont pas accès, faute d'argent, aussi faute géographique, parce qu'ils sont probablement dans la ruralité ou autre. Est-ce que pour vous, il existe une réelle méconnaissance finalement de ce qu'est l'océan et surtout de ses enjeux ? Ah oui, tout à fait. On la constate tous les jours et même quand on habite au bord de l'océan, on n'est pas forcément à l'aise, on ne le connaît pas assez pour se dire proche ou s'approprier facilement de cet environnement qui reste très accessible des fois, mais de compréhension un peu plus complexe. Et donc c'est vrai qu'on remarque de plus en plus qu'il y a des familles, même des jeunes qui vivent au bord de mer, souhaitent avoir un accompagnement un peu plus privilégié et personnalisé pour se sentir ambassadeur et profiter de cet environnement. En effet, face à toutes les catastrophes environnementales qu'on a connues ici en France et dans le monde ces dernières années, il est peut-être important de rappeler aussi de quelle manière les écosystèmes marins jouent justement sur le climat. Ah oui, l'océan, il fait partie, c'est le moteur du climat en même temps que l'atmosphère. Et c'est vrai que être conscient de ce qui sont les impacts de nos actions au quotidien est important à tous les niveaux pour pouvoir agir concrètement. En effet, tous les gestes qu'on fait qui sont à la base de la production du CO2 peuvent participer à ces changements climatiques qu'on vit au quotidien. Et donc chaque action qu'on peut faire au quotidien chez nous à l'école peut avoir un impact positif sur ces effets. Est-ce que les élèves, les plus jeunes, sont plus conscients que la génération, peut-être la nôtre ou celle d'avant, justement de ces enjeux-là ? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et les élèves découvrent l'océan et l'environnement, l'attention à l'environnement, pratiquement presque dès la crèche. Et ils sont en capacité de comprendre les liens qui existent entre l'océan et l'environnement en général, la santé de l'homme. Et c'est quelque chose qui se ressent, ils sont conscients assez jeunes de cette importance de préservation. Conscients de la santé de l'homme en lien avec l'océan, avec les mers, est-ce que peut-être qu'on peut réellement expliquer à quel point tisser justement des liens entre l'océan et les plus jeunes est une nécessité, comprendre l'impact justement de cet océan sur la santé des hommes? Alors, l'océan, nous, on parle simplement, vu de la part de l'homme, de services écosystémiques. L'environnement joue un rôle important pour notre bien-être. On le ressent quand on se promène en forêt, mais on le ressent aussi quand on est au bord de la mer. On a cette sensation de bien-être. Mais non seulement il y a des actions concrètes que le milieu marin agit pour la protection, par exemple, des bords de mer. Et ça, on le ressent dans toutes les parties du monde avec des écosystèmes qui sont typiquement côtiers, comme la Posidonie chez nous, comme les mangroves, comme les récifs coralliens, et qui participent à l'économie, mais participent aussi à cette préservation de la biodiversité au niveau mondial. Sensibiliser les jeunes, donc, et les moins jeunes aussi, on le rappelle, les familles, de manière générale, aux enjeux de la protection de l'océan. C'est pour ça que vous avez organisé ce concours Océano pour tous. C'est la 11e édition cette année, il me semble, en 2025. Vous le préparez assez tôt, ça démarre dès 2024. Vous proposez effectivement à des classes, à des écoles, des établissements d'y participer. Racontez-nous. En effet, le concours démarre vraiment à la rentrée scolaire au mois de septembre. On invite les enseignants qui souhaitent sensibiliser leurs élèves à s'inscrire. Donc le concours est ouvert à toutes les classes de collège, donc de cycle 3 à partir de CM1 et CM2 jusqu'aux classes de 3e qui sont en zone d'éducation prioritaire, en zone rurale aussi, mais aussi à toutes les classes qui sont en dispositif au lycée. Et l'objectif, c'est de pourquoi pas tous les établissements de manière générale? Alors, on souhaitait vraiment accompagner davantage, donner la possibilité à ces classes qui sont souvent sur lesquelles l'accompagnement à l'environnement peut être peut-être secondaire ou délaissé, ou tout simplement faire en sorte que ça soit autant traité comme tous les autres sujets, et donc venir accompagner. C'est pour ça que ça s'appelle Océano pour tous, faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et donc, on accompagne les
classes à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de mars à travers des ateliers pédagogiques qui sont effectués à distance. Et l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de leur permettre de s'approprier des connaissances nécessaires pour pouvoir agir concrètement à leur niveau dans les collèges. Alors, ateliers pédagogiques effectués à distance, ça veut dire que ce sont les enseignants, du coup, qui font le relais des ateliers que vous proposez? Comment ça se passe? On est face à face avec les élèves, mais nous, depuis nos bureaux et avec la classe. Ouais. Et on est, c'est des ateliers qui se passent vraiment avec des questions-réponses avec les élèves sur différentes thématiques, comme on disait tout à l'heure, les changements climatiques, l'importance des écosystèmes, la biodiversité. Alors, vous ouvrez cette année en plus ce concours au Pays de la Méditerranée. Qui participe? Alors, actuellement, on est en train justement de sensibiliser les classes qui sont autour de la Méditerranée. Il y en a beaucoup. On va voir rapidement un retour des classes, par exemple, de l'Espagne, d'Italie. On a des classes en Grèce, on a des classes en Algérie. On est en contact avec des enseignants qui sont déjà sensibles à la thématique et qui souhaiteraient concrétiser cet engagement avec la participation. Et petit à petit, l'objectif, c'est de continuer jusqu'à 2030 avec la thématique Méditerranée pour avoir un peu tous les représentants des pays du pourtour méditerranéen. Oui, d'autant qu'il y a quand même une classe aux Seychelles, d'après ce que je vois, donc c'est génial. C'est vraiment worldwide. Et quand on dit océan, en fait, on a bien compris, puisque c'est la mer Méditerranée, c'est très global. Ce sont tous les océans et les mers. Enfin, il y a un océan finalement. Et on a beaucoup de classes qui sont partout, dans tous les océans du monde, parce qu'on a les classes des régions et départements d'outre-mer. Ouais. Donc on a des classes tous les fuseaux horaires. Réunion, on a de la Nouvelle-Calédonie. En effet, c'est tous les fuseaux horaires, mais vraiment c'est très très intéressant de pouvoir nous échanger avec ces élèves et ces réalités, et pour les élèves de faire ressortir leur rapport à leur mer, à leur océan. Et donc, on respire et on découvre des cultures, une importance que la mer a dans chaque région du monde. Alors, juste un petit mot rapide, parce que c'est très intéressant. Il y a plein de projets, 31 projets qui sont en lice. Évidemment, on ne va pas tous les citer, mais bien sûr, vous pourrez les retrouver sur le site de l'Institut océanographique de Monaco. Peut-être un point déjà précis sur... Donc, on a une marraine de cœur qui est géniale, c'est Estelle Lefébure, qui est là depuis le début. Qui nous accompagne. Voilà. De manière formidable. Donc, qui est également jury, c'est ça, cette édition. Et qui fait partie aussi du jury? Qui d'autre? Alors, on essaie d'avoir autour de nous des scientifiques, mais aussi des personnes qui sont au niveau gouvernemental dans les institutions. Donc, on a des doctorants qui ont fait des thèses sur l'océan. On a des scientifiques du CNRS qui participent et qui travaillent au quotidien sur la mer. Et puis, on a des institutions, des associations locales avec lesquelles souvent les différentes entités, les différentes classes ont pris l'habitude de travailler. Bien sûr, l'éducation nationale qui participe pour pouvoir avoir aussi un œil sur la partie programme scolaire et engagement au niveau des enseignants et des élèves. L'accompagnement est évidemment très important. Alors, peut-être un projet qui vous tient à cœur, dont vous voulez parler en particulier ? Un projet, donc je voudrais pas enlever bien sûr. Et mettre en avant un seul projet, mais je voulais juste vous donner un exemple. Il y a des classes, je disais par rapport à leur environnement, qui vont parler, par exemple, ils vont parler des raies manta. Ils vont faire un travail au Maupetit sur la protection des raies, juste simplement comprendre comment elles vivent et pourquoi elles sont menacées. À La Réunion, sur les tortues marines, oui. Ici en Méditerranée, sur la Posidonie. Donc vous voyez, chaque classe s'approprie de leur écosystème et souhaite davantage le connaître pour mieux le protéger. Un petit mot sur la Posidonie, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache. La Posidonie, c'est une plante qui vit en Méditerranée et qui est très importante parce qu'elle construit sous la mer comme des forêts qui sont... très très important pour la protection de la plupart des espèces qui vivent au bord de mer. Et donc c'est une espèce, comme on disait, qui est malheureusement menacée, surtout par les ancres, par les constructions côtières. Et donc les élèves apprennent à la découvrir, à la reconnaître, parce que souvent... en été, on se promène sur le bord de mer et on peut trouver l'effet de cette plante gênant. Mais de plus en plus, les municipalités et les élèves sont sensibilisés à l'importance de cette plante parce qu'elle protège les plages, mais non seulement avec ses racines, elle protège vraiment toutes les corps de Méditerranée. Donc l'idée, c'est un projet de restauration, c'est ça, projet de restauration, projet de plongée pour découvrir l'importance sous la biodiversité, de réimplantation avec les entités, les associations locales. Donc, une fois qu'ils connaissent,
ils essayent d'agir en fonction de leurs capacités et compétences. Oui, parce que c'est absolument génial, en fait, les ateliers, certes, effectivement, dans les écoles, mais une fois qu'on s'est dit, bon, ok, on a focalisé, on a trouvé, effectivement, quel va être notre projet, on le voit d'ailleurs à travers ces photos, les élèves partent, effectivement, plonger, partent voir, admirer, regarder, expérimenter l'océan. Là, ils deviennent vraiment ambassadeurs, c'est leur milieu, et ils souhaitent le protéger vis-à-vis des touristes, vis-à-vis de leur famille, sensibiliser les nouvelles générations. Ils deviennent véritablement des ambassadeurs. Il faut savoir que la plupart des classes qui participent au concours poursuivent sur les années suivantes le projet, parce que les élèves, ils sont complètement engagés et maîtres de ces actions. Et là, vous avez vu une photo, il y a des élèves qui n'avaient jamais mis la tête sous l'eau. On parlait tout à l'heure. Même si on habite au bord de mer, des fois, on ne connaît pas. Et là, pendant les concours avec les professeurs, beaucoup de professeurs organisent ces plongées, ces randonnées palmées qui vont dévoiler un monde magnifique à ces élèves qui deviennent après très, très engagés et présentent une envie d'agir pour le protéger. Un monde absolument génial. Donc, ils ont effectivement en mars, je crois, pour restituer, pour donner leur dossier, c'est ça, de présentation. Quels sont les prix à la clé ? Tiziana Caporale. On met à disposition des classes des dotations financières, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un bout de chemin pour découvrir la mer, mais on veut, pour les classes qui gagnent, on aimerait le faire pour tous, mais qu'ils aillent au-delà. Et donc, les accompagner dans des séjours, des croisières whale watching, une découverte de différents sports qui permettent de découvrir de façon soft la mer, tout en la préservant. Donc, les dotations servent vraiment à réaliser ces projets. Et la classe gagnante qui est on a différents prix. Donc pour le prix qui est moins de 1100 km, la classe gagnante, elle vient à Monaco où elle va passer 3 jours. Et cette année, avec les classes de Méditerranée, on souhaite vraiment organiser un événement de présentation des différentes cultures et un événement collaboratif pour lancer les défis aux nouvelles générations Océan pour tous. C'est vraiment génial, ce prix, cette organisation. Ça se passe toute l'année. Beaucoup de partenaires, beaucoup de mécènes, beaucoup de personnes qui sont sensibilisées effectivement à l'environnement de manière générale, à l'océan en particulier. 750 élèves qui participent au concours Océan pour tous. Enfin, un vrai projet absolument, vous l'avez dit vous-même, mondial en fait, parce qu'il se situe là en l'occurrence en France, mais qui concerne tous les pays francophones et en plus les pays de la Méditerranée. Bravo, merci beaucoup Tiziana Caporale d'être venue sur ce plateau, chef de service éducation, animation de l'Institut océanographique de Monaco. Merci beaucoup. Merci. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Dans votre chronique, Louisa, vous nous parlez bien sûr de la cérémonie d'investiture de Donald Trump hier à Washington, faisant de lui le 47e président des États-Unis. Et oui, Make America Great Again saison 2, c'est reparti. 4 ans plus tard, il redevient le président des États-Unis. Et comme la tradition l'exige, main droite levée face au président de la Cour suprême, Donald Trump a prêté serment au sein du Capitole. Lieu où ses fidèles avaient 4 ans plus tôt protesté, empêché afin d'annuler l'élection de l'ancien président Joe Biden. Mais cette année, pas de cérémonie à l'extérieur à cause des températures négatives, tout le monde à l'intérieur. Regardons un extrait du serment du nouveau président, extrait qui vient de la page X de Donald Trump. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Virginie, déjà une première polémique. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, il lève la main droite, mais d'habitude on pose la main gauche sur les Bibles. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Alors c'est de tradition, mais ce n'est en rien une obligation. Les cérémonies avaient déjà débuté samedi. Programme chargé, je vous l'explique, samedi, festivités et feux d'artifice au Trump National Golf Club en Virginie. Dimanche, recueillement sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington, suivi d'un discours où Donald Trump a reprécisé ses intentions pour les 4 années à venir. Il faut qu'on l'écoute. On va
mettre un terme à l'invasion au-delà de nos frontières. On va reprendre notre fortune. On va exploiter l'or liquide qui se trouve sous nos pieds. La loi et l'ordre va revenir dans nos villes. Nous allons restaurer le patriotisme dans nos écoles. L'idéologie de gauche, woke, sera mise en dehors de notre armée, de notre gouvernement. Nous allons redonner sa grandeur à notre pays. Un programme bien chargé donc. Alors après son serment, après l'investiture officielle, il a prononcé un discours inaugural, s'en est suivi revue militaire, procession présidentielle, une parade avant d'aller se diriger vers les fameux bals officiels. Et de nombreuses personnalités évidemment présentes durant l'investiture. En effet, on le voit en photo, Barack Obama, Kamala Harris, le couple Clinton, Joe Biden. Joe Biden était présent alors que Trump avait refusé, boycotté, même boudé l'investiture de Joe Biden 4 ans plus tôt. Il y avait aussi tous les investisseurs de la tech, pour n'en citer que quelques-uns, Elon Musk, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou encore Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Et Tim Cook, ouais. Ont répondu, présent Tim Cook également. Oui, merci beaucoup. Et donc, un cas photo. Les investitures américaines sont souvent rythmées par une série de concerts, n'est-ce pas, Louisa ? Tout à fait, tradition oblige, énormément de chanteurs viennent ici, sont convoqués pour soutenir le nouveau président. Je me prépare. Dans quelques instants, c'est là, c'est ça. L'investiture a tout d'abord commencé par l'hymne américain qui fut entonné par le ténor d'opéra Christopher Macchio, on le voit en photo. Il y a eu ensuite la chanteuse de country Carrie Underwood qui interpréta America the Beautiful, qui est un chant patriotique, et les Village People ont fait résonner leur classico disco YMCA. Ça peut paraître surprenant effectivement durant une investiture de convier les Village People. Tout à fait. Petite précision, ils sont intervenus dimanche, ils les ont quand même pas fait entrer sous la coupole. Ils se sont donc produits dimanche et cela en effet, Virginie, peut sembler surprenant. Mais rappelons-nous que nous sommes aux États-Unis où le divertissement et la culture du divertissement est roi et surtout la musique peut être un véritable atout politique, une arme qui peut faire basculer une campagne présidentielle. Alors pour parler du morceau YMCA, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est un hymne de la communauté LGBTQIA+ depuis les années 70-80. Trump a utilisé de nombreuses fois ce morceau au point où il est devenu un passage obligé lors de ses meetings. Mais ceci est intéressant puisque Donald Trump, on sait, a toujours porté des discours à charge contre les minorités, contre les personnes LGBTQIA+. Ce choix peut donc sembler surprenant, néanmoins, à l'image de cette folle campagne présidentielle. D'ailleurs, petite précision, dimanche, lors de son meeting, il a déclaré vouloir empêcher les athlètes transgenre à participer au sport féminin. Et entre-temps, Victor Willis, on le connaît tous, le fondateur du groupe Disco, disait sur sa page Facebook « Nous savons que cela déplaira à certains, mais nous pensons que la musique doit transcender les considérations politiques. Notre chanson YMCA est un hymne mondial qui, nous l'espérons, pourra unir le pays après une campagne tumultueuse et divisée au cours de laquelle notre candidate préféré a perdu parce qu'en effet au départ YMCA soutenait Kamala Harris. Vous vouliez peut-être nous chanter un petit extrait Non, pas du tout, mais effectivement j'ai été très surprise de ce choix effectivement parce que c'était quand même un hymne clairement LGBT YMCA. Tout à fait. Et d'ailleurs il dit sur sa page Facebook que ceci n'est pas un hymne gay. Voilà ce qu'il dit le fondateur de Village People. Bon, comme quoi on peut retourner sa veste. Pour continuer sur le divertissement, vous le disiez, les investitures se terminent par des célébrations et des bals officiels qui étaient présents alors durant les festivités. C'est un peu de mondanité, mais enfin ça reste quand même l'investiture. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'un président est élu, durant ces bals officiels, il n'est pas dans l'obligation d'inviter des chefs d'État. On parle de Trump, donc les codes sont changés. On a retrouvé Giorgia Meloni, on le voit en photo, la présidente du Conseil italien avec Javier Milei, le président argentin. Beaucoup d'autres personnalités d'extrême droite. Et en France, donc uniquement l'extrême droite a été conviée. Marion Maréchal, qu'on voit en photo lors d'un gala. Il y avait aussi l'eurodéputée Sarah Knafo et Éric Zemmour, ou encore Louis Alliot, premier vice-président du RN. On parle donc d'une célébration de l'international réactionnaire. C'est le mot qu'on utilise beaucoup pour qualifier l'extrême droite et tout cet engouement autour de Trump. Alors Donald Trump, conclusion, a profité de son investiture pour lancer sa propre crypto-monnaie. C'est maintenant, c'est tout de suite, si toutefois Virginie vous étiez intéressée. Non, merci. Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis. Kamala Harris et Joe Biden ont définitivement laissé derrière eux la Maison-Blanche. Quant au prochain défi politique, il va falloir se battre pour l'unité de l'Europe, rester ensemble, car face aux géants américains, il pourrait être tentant pour certains partis politiques européens de le rejoindre. Merci beaucoup Louisa pour cette chronique et cet instant décrypté. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.
Voilà, la Tunisie nous propose un poste à chacun. Vous candidatez, ça fonctionne. Je passe sur les péripéties du déménagement, même si c'est extrêmement cocasse quand on vous lit. Vous arrivez, et alors dès le début, ça c'est assez drôle, et vous en jouez, c'est un fil rouge dans tout le bouquin. Vous avez une espèce d'obsession de l'authenticité, et donc il faut quand même qu'on se fasse des copains tunisiens. Oui. Il faut du local, il faut du vrai. Oui, on ne voulait pas tomber dans le piège de vivre dans un cercle clos d'expatriés, etc. Donc, et on voulait vraiment, on débarque dans un pays qui nous accueille. On avait à cœur de rencontrer ce pays et ses habitants. Et finalement, c'est pas si évident que ça, notamment, pour beaucoup de raisons, mais l'une d'entre elles, à l'époque, c'est que c'est quand même une dictature. Alors c'est pas, comment dire, c'est une dictature, on peut survivre d'une certaine façon, mais il faut pas parler de politique. Voilà. Et du coup, même les Tunisiens à l'époque surveillaient leurs propos et du coup alors c'est très facile d'entrer en contact avec eux, les conversations sont très conviviales, etc. Mais ça restait superficiel. Et voilà, ça c'était pas forcément facile au début. Premier contact de ce type, un pays qui présente ses paradoxes. Alors parce que c'est une dictature, ce qui le rend quand même plutôt désagréable, la dictature Ben Ali, avec beaucoup de captation à la fois de l'argent public, des ressources, tout ce dont on a découvert l'ampleur au moment de la révolution de Jasmin, mais en même temps 2-3 trucs plutôt sympathiques, notamment sur les droits des femmes, par exemple. Oui. Et d'ailleurs, les Tunisiennes que vous croisez, elles en sont très fières. Oui. C'est un pays qui est très fier de son histoire et notamment l'indépendance avec Bourguiba, donc qui a beaucoup œuvré pour les femmes et les Tunisiennes sont très fières de leur statut par rapport aux autres femmes du monde arabo-musulman. Voilà, elles ont plein de droits, notamment. Oui. Elles exercent des professions intéressantes et elles en sont très fières. Exceller à l'oral, que vous avez écrit aux éditions Marabout avec Pierre Faury. Pourquoi écrire un livre sur l'art oratoire dans une époque où tout passe par le numérique et les messages courts? Pourquoi vous pensez que la prise de parole reste aujourd'hui un atout fondamental, et notamment pour les jeunes? Parce que c'est à eux que vous vous adressez principalement. Je crois parce que justement, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de réussir à s'exprimer les uns les autres, à entretenir une société du dialogue. Parce que on croit que tout est numérique, mais c'est parce que effectivement tout se numérise que l'importance du réel n'a jamais été aussi primordiale et que cette compétence, hélas, n'est pas enseignée dans les murs de l'école alors qu'elle devrait l'être. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Oui, tout à fait, puisque en fait, la rhétorique disparaît au début du XXe siècle alors qu'elle est une discipline particulièrement importante parce qu'elle est à la croisée de plein de facultés humaines, la créativité, l'esprit critique, le sens analytique, et alors qu'on nous apprend à écrire, à aucun moment on nous apprend à poser les bons mots sur ses émotions, sur ses convictions. Or, beaucoup de nos communications sont orales et je crois qu'on apprendrait à débattre, à négocier et même quelquefois à gérer un conflit dans sa vie et dans son quotidien. Tu nous as dit, tu dis justement aux enfants qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Est-ce que ça a un rapport avec ton enfance, toi, justement ? Oui, effectivement, oui, parce que là, je voyais venir. Mais effectivement, c'est ça, c'est que moi, j'ai un parcours migratoire. Moi, je ne suis pas né en France. Je n'ai pas eu tous les cadeaux qui peuvent exister en France, où les enfants ils ont accès à ça, même si des cadeaux plus chers que les autres. Moi, je n'ai pas eu de tout ça. On n'a pas eu des anniversaires avec des cadeaux, on n'a rien eu. Moi, j'ai un parcours migratoire. Moi, je suis d'origine somalienne, djiboutienne et yéménite. J'arrive en France très tard, c'est-à-dire à 18 ans. Et en fait, effectivement, il y a un lien de causalité entre ce que je fais et mon enfance. Et quand tu arrives à l'âge de 18 ans, tu parles français ? Je parle, bien sûr, je parle français. On se débrouille, on parle un tout petit peu. Mais avec le temps, maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis en France. Donc forcément, on s'améliore et on parle comme ça, quoi. Régime qui est renversé avec la révolution dite de Jasmin. Alors ça, racontez-nous un peu quand ça démarre. Alors quand ça démarre, c'est en décembre, donc lorsque un jeune vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu à Sidi Bouzid, donc c'est une ville pauvre de l'intérieur du pays. Nous, à l'époque, c'était au moment des préparatifs des vacances de Noël, donc on était un petit peu, on était plutôt en mode Noël en famille. Et la situation, après on est rentré en Tunisie, au repas de famille, mais vous allez rentrer, vous voyez bien que ça craint là-bas, les infos à la télé étaient plutôt inquiétantes, mais donc on est rentré et on a vécu un premier confinement puisque le pays a été complètement bloqué avec les révolutions, etc. Et Ben Ali donc, est parti du pays le 14 janvier. Et là, c'est la liesse.
Et là, du coup, voilà, d'un côté, beaucoup de joie, etc., mais aussi beaucoup d'instabilité, parce que du coup, il y avait du coup, l'armée avait pris le contrôle du pays. La police, qui était du côté de Ben Ali, alors a été soupçonnée d'avoir libéré des prisonniers pour semer le trouble dans le pays, pour que les gens rappellent Ben Ali au pouvoir en regrettant la sécurité. Donc du coup, il y avait énormément de flou. Comment justement faire face à ce stress? Comment préparer un discours, une prise de parole, un exposé efficace sans tomber dans le piège qui peut être un peu facile effectivement pour des jeunes notamment qui n'y sont pas préparés, de la récitation ou alors de la lecture un peu monotone? Vous avez raison, il ne faut absolument pas réciter. Prendre la parole, c'est pas être dans un club de lecture. La parole, elle est extrêmement vivante. Dans le cadre, par exemple, d'un exposé ou d'un grand oral, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 3 choses qu'il faut concilier. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire être quand même conscient du sujet sur lequel on s'exprime et d'avoir des connaissances à restituer, parce qu'on attend effectivement de valider une certaine conscience du sujet sur lequel on s'exprime. La deuxième, c'est le plaisir. Alors je sais que parfois c'est une torture, mais il faut essayer de trouver une manière de prendre du plaisir dans sa parole, et alors ce plaisir sera communicatif. Et la troisième chose, c'est l'adaptation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que en fonction du professeur auquel on fait face, il y a certaines attentes qui diffèrent, et c'est ça qui est aussi magique avec une prise de parole lorsqu'elle est réussie, c'est parce qu'elle était dans l'instant présent. Et si on avait prévu de faire l'exposé de la même manière devant le prof de français que devant le prof de maths, c'est, je crois, qu'on passe à côté de ce qu'est justement cet art de la parole. Tu as été éducateur spécialisé aussi. Cette carrière, elle est derrière toi? Ouais, aujourd'hui, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je continuais quand même pendant 1 an, en même temps que les réseaux sociaux. Et naturellement, j'ai pu arrêter. Enfin, je me devais d'arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant qu'éducateur, on a un rôle, comme son nom l'indique, d'éducateur, mais plus, on va dire, d'accompagnement. Un rôle où on ne remplace pas les parents, mais en fait, on essaie d'accompagner, on fait avec les enfants. Moi, avec les réseaux, ça a pris très vite beaucoup d'ampleur. Et je me sentais plus légitime, en tout cas, je me sentais plus légitime de remplir, en tout cas, ce poste-là, ce rôle d'éducateur, d'accompagnateur plutôt sérieux. Puisque dans les vidéos, c'est un peu informel, quoi. C'est plutôt décontracté, etc. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en gros, l'image que j'envoyais n'était pas pareille, parce que les enfants, ils se perdaient là-dedans. Ils me parlaient de mes vidéos alors qu'on doit préparer la table et passer à table et manger, quoi. Et surtout faire des tâches, en tout cas, et des activités. Enfin, voilà, c'était mélangé. Tout ça a été mélangé avec le travail, et en fait, il fallait très vite que j'arrête et que je me focalise, en tout cas, dans les vidéos. Merci beaucoup pour cette émission, à toute la régie. La réalisation, c'est Théo Boscar, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Louisa, merci également à la fois pour ce JT, cette chronique sur l'investiture de Donald Trump, qu'on a quand même très suivi, beaucoup suivi, c'est pas très français, très suivi, beaucoup suivi hier soir. Merci à vous tous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée.